Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec cette annonce. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays dirigés par la junte ou les juntes militaires ont ainsi annoncé aujourd'hui qu'ils quittaient avec effet immédiat la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite simultanément dans les éditions de la mi-journée sur les antennes des télévisions publiques des trois pays. Le communiqué commun est signé par le Malien Assimi Goïta, le Burkinabé Ibrahim Traoré et le Nigérien Abdourahmane Tiani. Influence étrangère, manque d'appui dans la lutte contre le terrorisme, sanctions économiques inacceptables. Les arguments pour annoncer ce départ de la CEDEAO développés dans le communiqué lu au Mali par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement et par ailleurs ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Suivons ces explications. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mû par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs, le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. La réaction de la CEDEAO ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué ce soir, l'instance régionale affirme avoir vu l'information des trois pays annonçant leur départ de l'organisation, mais elle attend une notification officielle de retrait. Par ailleurs, les pays de l'espace indiquent avoir longtemps travaillé donc avec les pays dirigés par des juntes militaires pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Le Mali, le Burkina et le Niger sont toujours considérés comme des membres importants de la communauté et les 15 pays sont résolument engagés pour une résolution ou une solution négociée afin de sortir donc de l'espace, ajoute la note officielle. Et l'information, si vous venez de nous rejoindre, est que ce dimanche 28 janvier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé donc de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce retrait découle des relations très tendues entre la CEDEAO et les pays dirigés par des militaires. La CEDEAO souhaitait le retour à l'ordre constitutionnel et des appels qui n'ont vraiment pas abouti. Suivons un petit rappel avec Mamoudou Dia. Les trois pays confrontés à des problématiques similaires d'insécurité, de djihadisme et de pauvreté ont des relations tendues avec la CEDEAO depuis que les militaires y ont pris le pouvoir par la force en 2020 au Mali, en 2022 au Burkina Faso et en 2023 au Niger. La CEDEAO essaie d'endiguer les coups de force et de pousser au retour le plus vite possible des civils au pouvoir. L'organisation sous-régionale a pris de lourdes sanctions contre le Mali et le Niger et est allée jusqu'à menacer de recourir à la force dans ces derniers pays. D'ailleurs, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suspendu les trois pays de ses organes. Les dites mesures de rétorsion prises par la CEDEAO ont produit peu d'effet à ce jour sur le retour des civils à la tête de leur pays. En revanche, ces trois pays sahéliens accusent l'organisation de ne pas les avoir aidés face aux djihadistes qui sévissent depuis 2012, au Mali d'abord, puis chez ses deux voisins,
faisant des milliers de morts, combattants et civils, et provoquant le déplacement de millions de personnes. Ce dimanche 28 janvier, les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont décidé de retirer de leur pays avec effet immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je cite, « Prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. » Fin de citation, dit-on dans le communiqué lu sur les médias d'État de ces pays. Et c'est le sport, en attendant, qui parvient à unir toute l'Afrique. Demain, le Sénégal fera face à la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En conférence de presse d'avant-match, Aliou Cissé ne veut pas s'attarder sur les chiffres des anciennes confrontations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le sélectionneur des Lions a plus la tête sur le match de ce lundi face au pays hôte. Et de son côté, Moussa Niakhaté, qui a accompagné son coach en conférence de presse, n'est pas obnubilé par l'hostilité du public ivoirien. Suivons le compte rendu de la conférence de presse d'avant-match. C'est avec Cheikh Diop et Serine Salioudem. Face à la presse, Aliou Cissé a d'emblée balayé tout le passé des deux équipes et leurs différentes confrontations. Le sélectionneur des Lions veut tout simplement se concentrer sur le match couperé face au pays hôte qui sera très difficile à ses yeux. Ce qui s'est passé dans ces premiers tours-là, c'est derrière nous, c'est fini. Maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence face à une très belle équipe, certes, qui a perdu ses deux derniers matchs contre le Nigeria et contre la Guinée équatoriale, qui aura aujourd'hui envie, en réalité, devant son public, de se racheter. Nous en sommes conscients, mais comme je l'ai dit, nous avons aussi des arguments à faire valoir, à nous de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le jeu. L'environnement, on la connaît. L'hostilité aussi qu'il y aura dans ce match-là, on connaît. Mais je crois que ce qui est important, c'est focus sur le match, focus sur notre plan de jeu. Et effectivement, nous avons des arguments à faire valoir sur ce match-là. Et nous avons le désir aussi, nous, de nous qualifier. Un sérieux et une concentration que le sélectionneur des Lions a transmis à ses joueurs. Moussa Niakhaté évoque une bonne préparation pour aller jusqu'au bout de la compétition. Et peu importe l'hostilité du public. Ça reste du football, hein. Et le football, ça joue sur le terrain, ça joue avec un ballon. Donc on sait que c'est ici à Yamoussoukro, on est en Côte d'Ivoire, on joue contre la Côte d'Ivoire, donc forcément le public sera pour cette équipe-là et c'est tout à fait normal. Mais ça reste du football. Le football, ça joue avec un ballon, on va essayer de faire rouler ce ballon-là et on va essayer de mettre forcément au moins un but de plus que l'adversaire qui nous permettra d'aller en quart de finale. C'est le seul objectif demain. On va essayer forcément de montrer un beau visage du Sénégal, de bien jouer. Mais l'objectif restera de passer pour le prochain tour qui sera les quarts de finale. Mais non, on ne pense pas à tout ça, on pense juste à faire rouler le ballon et remporter ce match. Touché face à la Guinée, Pape Alassane Gueye, qui ne s'est toujours pas entraîné, est incertain pour ce match. Sans confirmation, le sélectionneur garde tout de même le flou sur sa disponibilité. Pape va plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'il sera prêt pour le match de demain? Ça, on le saura demain. Après, on le saura, ce soir, après l'entraînement avec les médecins. La réponse, ce lundi à 20h au stade Charles Konabani de Yamoussoukro entre Lions du Sénégal et Éléphants de Côte d'Ivoire. Un duel qui oppose deux équipes au parcours complètement différent. De son côté, le sélectionneur intérimaire de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé, espère une remobilisation de son équipe ou de ses joueurs après l'humiliation face à l'équipe de la Guinée équatoriale. Emerse Faé va avoir des éléphants requinqués face aux Lions. Il reste plutôt confiant pour ce duel, suivant ses précisions. Comment on compte aborder ce match avec de la confiance, même si le premier tour de la Côte d'Ivoire ne permet pas de le croire. En tout cas, non, on a bien préparé le match de demain. Donc on va venir avec nos armes et avec beaucoup de confiance parce qu'on se doit de montrer un autre visage, que ce soit au monde du football, que ce soit à nos supporters, que ce soit à notre peuple. On se doit de montrer un autre visage et on a la confiance que sur cet aspect-là, on sera au rendez-vous. La manière dont on s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN
en soi, déjà, c'est une source de motivation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé par la petite porte et on se doit de montrer un autre visage au peuple. Et pour ces raisons-là, je pense que déjà, les joueurs seront motivés. Après, de mon côté, c'est un groupe que je connais depuis 1 an et demi. Hein. On est ensemble, on connaît ensemble, ils me connaissent. Je les connais aussi. Je connais les mots et les comportements à avoir pour changer leur état d'esprit et retrouver. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas, c'est quelque chose qu'on avait et qu'on a perdu après notre premier match contre la Guinée-Bissau. Mais je ne me fais pas de soucis. Je me fais pas de soucis pour ça. Je pense que les mots ont été dits. Ils savent ce que j'attends d'eux pour le match de demain. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est déjà sur l'état d'esprit de montrer qu'on est. Ils savent ce que j'attends d'eux pour le match de demain. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est déjà sur l'état d'esprit de montrer qu'on est quand même la Côte d'Ivoire. Retour au Sénégal pour parler de politique. Le report de la présidentielle n'a jamais fait partie des revendications du collectif des candidats dits spoliés à la présidentielle. Un de ses membres fait la précision devant le jury du dimanche. Dr Cheikh Tidiane Gadio établit que dans la lettre donc à l'origine de l'audience que le chef de l'État a accordée aux membres du collectif, il a surtout été question de l'informer sur les manquements du processus électoral. Le membre du mouvement Lujot Jodna d'ajouter que certains leaders initiateurs de cette lettre se sont retournés contre eux pour les mettre en mal avec les Sénégalais. Suivons la synthèse du jury du dimanche avec Mamadou Dia. Certaines rumeurs faisaient état d'un report de l'élection présidentielle qui serait évoqué dans la lettre des candidats qui se disent spoliés, adressée au président de la République, Dr Cheikh Tidiane Gadio, membre du collectif, dément formellement. Comme je vous l'ai dit, et je l'ai juré sur le Saint-Coran, et ça pour moi c'est du sérieux, le mot report n'a été évoqué. Aucune allusion ni évocation n'ont eu lieu par rapport au mot report. Personne. Ni le président Macky Sall, ni nous-mêmes. Nous, on avait les mains pleines de choses qui nous intéressaient à discuter, plutôt que d'aller faire des spéculations sur un report quelconque. Et pourtant, la presse, vous avez vu partout, ils sont allés négocier un report, etc. C'est faux. Et ceux qui le disent... Donc vous n'étiez pas parti au palais pour négocier un report? Jamais, ni dans la préparation de notre rencontre, ni pendant notre voyage pour aller au palais, ni pendant la session avec le président Macky Sall. Personne n'a évoqué le mot report. Le leader du mouvement panafricain et citoyen Lujot Jodna, par ailleurs candidat recalé, donne l'objet de la lettre. Dans la lettre, moi, ce que j'ai compris, c'est que les gens se disent que si on a atteint ce niveau de crise avec une institution de la République, celui qui est garant du fonctionnement des institutions s'appelle Macky Sall, il faut l'en informer. Moi, j'étais à l'étape de cette information. Parce qu'attendre que tout se passe, après tirer à boulet rouge, même à l'époque, des gens avaient dit que tout ça est commandité par Macky Sall. Les attaques qui nous sont faites, les gens qui sont sélectionnés, les gens qui sont rejetés, etc. Moi, je trouve que c'est une bonne chose d'informer Macky Sall. D'ailleurs, j'ai eu des divergences avec certains de nos camarades, c'est pas méchant de le dire, qui disaient que pourquoi il nous reçoit maintenant, il aurait dû nous recevoir avant la décision du Conseil constitutionnel. Je leur ai répondu, je vous jure. Mais donc, vous voulez dire que si vous répondez avant la décision du Conseil constitutionnel, il allait nous recevoir et après il allait retoquer les décisions du Conseil. Ça n'a pas de sens. Macky Sall n'a pas le pouvoir d'arrêter le Conseil constitutionnel ou de censurer les décisions du Conseil constitutionnel. Cette lettre a créé un désaccord entre les 50 membres du collectif de ces candidats qui se disent spoliés. Pour Dr Cheikh Tidiane Gadio, certains ont soufflé du chaud et du froid. Il y en a, c'est ceux qui ont écrit la lettre au président Macky Sall et qui finalement nous ont demandé de soutenir cette lettre. C'était les premiers à dire nous on ne va pas aller le rencontrer. C'est encore une fois, je sais pas. Et parce que leur objectif n'était pas de le rencontrer, mais juste de l'informer de la situation. C'est là, non justement. C'est nous qui voulions juste l'informer de la situation, c'est pour ça qu'on a répondu. Mais les autres sont peut-être dans la position que vous dites, qu'ils avaient peut-être le secret espoir que Macky Sall, par une magie qui n'a rien à voir avec notre constitution, pouvait arrêter le processus et nous offrir réparation. Peut-être qu'ils le pensaient réellement. Donc, ils étaient déçus qu'ils n'aient pas répondu à notre lettre avant la décision du Conseil constitutionnel. Pour moi, avant ou après,
l'objectif devait rester de bien l'informer de la situation et de ce qui est arrivé à notre pays avec le fiasco des parrainages. Dr Cheikh Tidiane Gadio, leader du mouvement panafricain et citoyen Lu Jot Jotna, pense que cela peut freiner la dynamique du collectif. Candidat à la présidentielle recalée, le leader du mouvement politique et citoyen Lu Jot Jotna ne compte pas, pour le moment en tout cas, se ranger derrière un candidat. Dr Cheikh Tidiane Gadio se dit un bon profil empêché de participer à la présidentielle. Cela dit, son mouvement va discuter et apporter son soutien au candidat qui épouse sa vision du Sénégal et de l'Afrique. Cheikh Tidiane Gadio répond ainsi aux questions de Aïssata Ndiaye Fall. Notre candidat s'appelle Cheikh Tidiane Gadio. Il a été spolié de ses droits de citoyen. Ouais. Nous allons continuer sur cette lancée. J'ai eu beaucoup de demandes des candidats, entre guillemets, validés. Parce que nous, on n'a pas été invalidés, on a été spoliés. Okay? Donc, ces candidats envoient des émissaires, mais c'est eux qui sont dans cette problématique. C'est eux qui pensent que ces élections-là peuvent être valables, peuvent être légales et légitimes. Nous ne le pensons pas, nous. Nous sommes pour la réparation de l'injustice. La gravité de la situation du Sénégal fait que l'interpellation première, c'est de sauver le Sénégal. Et moi, ceux qui sont là avec de grands programmes économiques, etc., et qui racontent des choses auxquelles je ne crois pas du tout, je ne vais pas me ranger derrière ces personnes. Et je n'ai franchement envie de me ranger derrière aucun candidat. Parce que je pense personnellement que j'étais parmi les bons candidats qu'on a voulu coûte que coûte faire taire et mettre de côté. Donc pourquoi moi je m'alignerais derrière un autre? Maintenant, je n'ai pas un ego surdimensionné au point de penser que si on ne me met pas dans le jeu, je vais bouder ou boycotter. Non, comme vous avez dit, à la fin des fins, il faudra bien que je trouve les moyens de me manifester, mais toujours dans le même credo de défendre mon pays, défendre la nécessité pour de sauver le Sénégal et de parler des vrais problèmes du Sénégal. Maintenant, si un candidat se retrouve dans ce que je dis, et si je me retrouve dans ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, pourquoi pas? On pourra trouver peut-être des arrangements, mais on ne peut pas, il est hors de question de dire à nos amis et nos supporters de rester à la maison. L'enjeu est trop grand. Mais en même temps, on passe s'impliquer avec enthousiasme en train de courir les trucs pour aller raconter des histoires aux Sénégalais. On ne fera pas de propagande, on ne va pas faire une campagne sur des thèmes auxquels on ne croit pas. Chaque fois qu'on dira quelque chose, c'est parce que c'est en concordance avec notre vision du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Parlons à présent de la cérémonie officielle de la 44e Ziyara omarienne. C'était hier, le Khalif Thierno Madani Tall a demandé aux Sénégalais de cultiver la paix et le partage. Dans son discours, le marabout a tenu à rappeler par ailleurs que la découverte des ressources naturelles au Sénégal a toujours fait partie des prières de Cheikh Omar Tall. Écoutons-le, il est au micro de Bocar Tall Kalamban. nee na li ñuy wax ci kàddu gi yëpp mooy la nit ñi baaxal rek ko àll bi ko toppitoo ba da dum pratiquer nee na li yàlla wax ci ñun ñu topp. Je prie et exhorte tout le monde qui est là présent et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir de se conformer aux recommandations du bon Dieu. Je vous demande de vous entraider, de cultiver le partage afin qu'il continue de régner la paix et la stabilité entre nous. Je vais vous raconter une anecdote. Cheikh Omar Foutiyou a une fois été à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est là où il avait prié et demandé au bon Dieu qu'il fasse ressortir dans la mer des ressources qui pourront améliorer les conditions de vie des deux pays. C'est pour vous dire que tout cela n'est que fruit des prières de nos vénérés érudits, comme Cheikh Omar Tall. Les prières des hommes de Dieu à la dimension de Cheikh Omar sont toujours exaucées. ne duwa ja ñaan nag di duwa dañ koy nangu qad'an duwa waliyaabe ko jaabete ne góor yàlla yi ñu mel ni Mawlaana Cheikhul Fouti radiyallahu anhu seen ñaan borom bi da koy nangu qad'an ne borom bi tabaraka wa taala dinañu jox li ñuy noppal. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui a représenté le chef de l'État à la cérémonie officielle de la 44e Ziyara omarienne, Maître Sidiki Kaba, après avoir demandé au marabout de prier pour une élection présidentielle apaisée, annonce ainsi que toutes les dispositions seront prises pour une élection, bien sûr, une bonne élection. Maître Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, toujours au micro de Bocar Tall Kalamban. bis bi nañ ko bàyyi suñu xel ndigal bi ñi muy joxoon gouverneur def na ko ak commandement
Je tenais tout d'abord à rappeler que concernant tout ce que nous devions faire pour la réussite de cet événement, nous avons exécuté à la lettre toute la mission que vous nous aviez confiée, ce qui coïncidait d'ailleurs avec la volonté du président de la République. Je rappelle aussi que nous nous acheminons vers une élection présidentielle. Nous vous demandons d'augmenter les prières pour que nous ayons une élection apaisée, qu'on puisse voter le dimanche et le lundi tout le monde va à ses occupations. Pour ce qui est de notre ressort, le président nous a confié la mission de faire tout pour qu'on ait une bonne élection présidentielle, ce que nous allons faire. On est aussi à une période où on a découvert le pétrole et le gaz, ce qui a été à l'origine de beaucoup d'instabilité dans certains pays. Nous vous demandons de prier pour que l'on utilise à bon escient et que tous les Sénégalais y voient leur compte. Donc mu ngi sàkku ñaan pour que lii ñu njëriñoo ko ci jàmm ak salaam. Parlons à présent de tout à fait autre chose. 4 mois ont suffi à la sous-brigade du service d'hygiène de Rufisque pour saisir 25 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation. Et lors de la destruction de ces produits, les agents de l'hygiène ont mis en garde d'abord les commerçants, ensuite les consommateurs sur l'utilisation des denrées périmées. Le compte-rendu est signé Babacar Seka. 25 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation d'une valeur de 25 millions de francs CFA saisis par la sous-brigade d'hygiène dans tout le département de Rufisque ont été retirés du marché et détruits. Les produits ont été retirés de la vente sur toute l'étendue de notre zone d'intervention. Comme vous savez, les agents de l'hygiène, dans le cadre de notre travail, c'est-à-dire notre travail de routine, nous sillonnons tout le quartier du département de Rufisque. Donc, ce qui a permis cette importante saisie par nos vaillants agents qui sont là, ici présents. On peut dire que c'est en l'espace de 4 mois que toute cette saisie-là a été faite par les agents de la sous-brigade départementale d'hygiène de Rufisque. Donc, comme je leur ai dit, il va falloir qu'on intensifie vraiment le contrôle au niveau des ERP, c'est-à-dire les marchés, les boutiques, mais aussi les grandes surfaces. Les agents de l'hygiène rappellent les dangers de la consommation des produits périmés et mettent en garde les commerçants. Puisque ces produits-là, c'est des produits qui sont impropres à la consommation. Donc, c'est des produits qui peuvent être toxiques pour les consommateurs, mais aussi qui peuvent nuire à leur santé, car ils peuvent héberger des micro-organismes pathogènes et pouvant conduire conduire à des intoxications alimentaires. Comme vous savez, nous, le Service national de l'hygiène, on travaille sur la base de la loi. C'est la loi 83-71 du 5 juillet 1983 portant code de l'hygiène, en son article L45, mais aussi c'est réprimé par l'article S75 du code de l'hygiène. Les sanctions, il y a des pénalités. Les pénalités, ça peut aller de 5 jours de prison à 9 jours de prison, ou bien une amende forfaitaire de 9 000 à 18 000 francs CFA. Pour préserver la santé des populations, la sous-brigade du service d'hygiène de Rufisque compte investir les boutiques et les marchés pour des opérations de contrôle. Et pendant ce temps, de plus en plus, les municipalités mettent en place des fan zones pour les populations. C'est le cas à la Gueule-Tapée. Les habitants de la commune magnifient l'initiative. Ils ne se déplaceront plus très loin pour suivre les matchs de l'équipe nationale, notamment. Suivant le reportage, il est signé Ibrahim Dramé. À la Gueule-Tapée, sur une place publique décorée aux couleurs de drapeaux de plusieurs pays africains, des hommes sont en train de s'atteler à mettre en marche un écran géant pour la diffusion des matchs de la CAN. L'idée vient du maire de la commune qui était d'ailleurs en visite sur les lieux pour voir l'avancée des installations. Il revient ici sur les détails de la mise en place de cette fan zone. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est la RTS? C'est la RTS qui a le signal. Mais c'est une société qui s'appelle SD Consulting qui est bénéficiaire du contrat pour l'installation des fan zones déjà. Parce que moi, c'est la société SD Consulting qui est venue me voir. Pour que d'abord on puisse libérer la place de la nation, mais aussi j'ai essayé de trouver d'autres moyens pour pouvoir installer d'autres fan zones dans ma commune. Si on peut installer des fan zones un peu partout au Sénégal pour que tous les Sénégalais puissent en bénéficier, moi je crois que c'est ça l'idéal. L'initiative est saluée par ses responsables de la place publique. Selon lui, les fan zones à proximité des quartiers vont permettre aux Sénégalais de ne pas effectuer de longues distances pour supporter leur équipe nationale.
Je salue cette initiative. Tout le monde ne peut pas se rendre au niveau des fan zones. C'est pour cela que nous remercions notre maire de nous avoir installé celle-ci. Même son de cloche chez cet habitant de la commune. Ce monsieur rappelle l'aspect national de la compétition. La CAN est une fête. Elle rassemble. Tout le monde doit y trouver son compte. Ce pays est un et indivisible. De plus en plus, les municipalités prennent l'initiative d'organiser des fan zones. Ceci va permettre aux Sénégalais de se retrouver. Et c'est cet élément qui marque le point final de cette édition. Excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes le seul à pouvoir le faire. Excellente soirée.